Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti. Les titres, c'est tout de suite. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui une forte délégation de la CICR. Le Danemark vote en faveur d'une entrée dans la politique de défense de l'Union européenne. Bonsoir. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin dans ses bureaux la délégation de la CICR. Cette délégation conduite par le président du Croissant Rouge de Djibouti, Abdi Farah Ahmed, le directeur régional de la Fédération de la Croix-Rouge d'Afrique, Mohamed Omar Mokhtar, le chef de la délégation du CICR, Daniel Omaili, la chef de mission à Djibouti du CICR, ainsi que le représentant du membre du comité d'administration de la Croix-Rouge du Kenya, en prépare à cette rencontre. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les liens entre le gouvernement djiboutien et l'organisation onusienne. Le Premier ministre a remercié le directeur régional de la CICR pour sa visite à Djibouti et lui a réitéré son soutien indéfectible. L'entrevue s'est déroulée en présence de Ali Saleh Abdallah, conseiller technique du Premier ministre, ainsi que Mme Choukra Ali Boulal, directrice de la communication à la primature. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a clôturé donc aujourd'hui les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire. C'était au Palais du Peuple. La société œuvre au quotidien dans de multiples domaines d'activité en s'investissant en faveur des plus vulnérables dans le domaine de la santé, du social, de la jeunesse et de l'humanitaire, et ce, en mobilisant le pouvoir de l'humanité. L'événement a regroupé sur place le président de la Société nationale, Abdi Farah Ahmed, le secrétaire général du Croissant Rouge par intérim, le chef de la CICR, Daniel Omaili. Le Croissant Rouge a mis en avant l'engagement de leurs volontaires, parfois au péril de leur vie, qui œuvrent à prévenir et à soulager les souffrances humaines à Djibouti et dans les régions de l'intérieur. Aux avant-postes de toutes les crises, ils méritent donc le respect, toute la gratitude du Croissant Rouge. C'est ce qu'a déclaré le directeur du Croissant Rouge de Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a décoré ce matin le directeur général de la CAC International Bank à Djibouti, Ahmed Hamid Al-Daïb. Le chef de la primature a décoré le directeur pour le travail accompli et les services rendus à la nation. Et donc, le directeur de la CAC International Bank de Djibouti s'est vu décerner la médaille de chevalier dans l'ordre national du 27 juin en reconnaissance de ses bons et loyaux services à la nation. De son côté, le directeur général de la CAC Bank a remercié l'ensemble des autorités du pays pour leur soutien indéfectible. Le ministère de l'Agriculture a organisé aujourd'hui une cérémonie à l'occasion de la réception d'un camion-citerne accordé par l'UNICEF. La cérémonie a vu la présence du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage, chargé des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, de la représentante de l'UNICEF, Melva Johnson, du représentant de l'Union européenne et de plusieurs représentants des différentes organisations. Cette acquisition a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet soutenu par l'Union européenne et l'IGAD et vise à renforcer la réponse du gouvernement aux effets de la pandémie de Covid-19 en matière d'approvisionnement en eau potable. Le camion citerne sera attribué au gouvernement donc à Tadjoura, donc pour la sous-préfecture de Dola, spécifiquement pour fournir de l'eau dans les eaux plateaux de la région. Le transport de l'eau par camion le long du couloir de migration dans la région est la seule source, surtout pendant cette saison de sécheresse. Puisque si la Covid-19 est actuellement en voie d'être maîtrisée, d'autres soucis préoccupent les populations rurales. La sécheresse répétée, malgré les efforts faits pour augmenter l'accès à l'eau, la sécheresse reste un véritable problème entraînant l'exode rural et, je vais dire, le mal-être des populations, tout le contraire de ce que nous souhaitons. Donc, ce projet, 60 millions d'euros, géré par UNOPS, sous-contracté avec l'UNICEF
pour 18,3 millions de dollars nous a permis de cibler particulièrement les populations des zones rurales, des zones reculées, des zones frontières, qui en général sont les moins bien servies en termes d'accès aux services de base et en termes d'accès à l'eau. Écoutons un extrait de l'intervention de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson. Je me retrouve avec vous aujourd'hui dans le cadre de la remise de ce camion citerne qui va contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable aux populations de la région Tadjoura, particulièrement aux habitants des sous-préfectures de Dora et Balho, vivant dans les zones reculées régulièrement touchées par les effets de la sécheresse et de la pénurie hydrique. Cette acquisition a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet soutenu par l'Union européenne et IGAD et vise à renforcer la réponse de COVID-19 dans la région de Tadjoura et Obok. Contribuer à acheminer l'eau potable aux populations de la sous-préfecture de Doré et Balho grâce à ces camions citernes survient dans un contexte particulier marqué par une sécheresse qui continue à toucher un nombre important de personnes, y compris des enfants, souvent dans des régions éloignées avec peu ou pas de l'accès à l'eau. L'UNICEF est engagé à soutenir et accompagner le gouvernement de Djibouti à travers son ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la mer, chargé des ressources hydrauliques, qui est chargé de l'élaboration de la politique de l'eau et du développement rural, qui ne ménage aucun effort pour améliorer et renforcer l'accès à l'eau potable à toute la population, et notamment celle qui vit dans des régions éloignées. C'est dans cette optique que cette année 2022, l'UNICEF est en train d'appuyer la réalisation de plusieurs adductions d'eau potable en partenariat avec le DHR au profit de 8 communautés rurales comptant environ 9 800 personnes, y compris les habitants des localités de Dora et Balho. Ces ouvrages vont certainement contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable conformément aux standards de l'ODD6. Voici à présent le mot du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awali. L'eau dans une région à écosystème rapide, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Marguelé, il a initié il y a déjà 30 ans. Mais nous avons mis un effort accéléré dans les 20 dernières années. Nous avons une batterie de systèmes d'eau. Nous avons, par le plus petit, des puits cimentés. Nous avons des retenues d'eau de 5 000 à 20 000 mètres cubes, comme Garaftissan. Nous avons des forages, 37 forages, dont une partie thermique et une partie solaire. La partie thermique, c'est presque 7 forages qui restent pour le solaire. Et les 7 forages, nous allons coûte que coûte solariser à 100%. Mais le camion citerne, à quoi il sert? Aujourd'hui, le camion citerne, dans les régions les plus reculées, comme la région de Tadjoura, au nord du pays, au nord-ouest, ce qu'on fait, c'est lorsqu'il y a un forage en panne, un puits cimenté asséché, parce que c'est un épisode climatique partout dans le monde. Lorsqu'il y a des problèmes d'eau qui se posent, c'est un camion citerne mobile qui va se déplacer dans le cadre de la proximité pour parer au plus pressé. Mais nous disposons, la lutte contre la soif continue, mais la période où Dora était une région de soif, une région de 110 000 hectares, est terminée. Mais on en a besoin parce que c'est le chaînon manquant. Un camion citerne par région, c'est toujours utile pour qu'il n'y ait plus de problèmes d'eau en République de Djibouti. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux une délégation de la Banque mondiale conduite par Emmanuel Pi
Cette rencontre qui a eu lieu en présence du directeur général de l'EDD, Jamal Ali Yele, et des hauts cadres du département de l'énergie, avait pour objectif d'introduire les futurs chefs de projet de la Banque mondiale dans le secteur de l'énergie pour Djibouti qui prennent leurs fonctions à partir du 1er juillet prochain. En l'occurrence, il s'agit de M. Anas Ben Barka pour le projet de seconde ligne d'interconnexion électrique Djibouti-Éthiopie et de Mme Lucine Lemini pour le programme d'électrification durable. Ce fut l'occasion pour le ministre et ses hôtes de la Banque mondiale de s'enquérir de l'état d'avancement des activités réalisées dans le cadre du projet PED exécuté par l'EDD et financé par la Banque mondiale. Il s'agit en effet d'un projet destiné à élargir l'accès à l'électricité à quelques 14 000 ménages appartenant aux couches les plus vulnérables de la population dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. L'objectif pour les deux parties était de définir les échéances clés pour les prochaines étapes à venir en entreprenant des visites de terrain afin de constater de visu les travaux réalisés dans les zones du projet. Cette mission de la Banque mondiale a permis également de faire le point sur les progrès enregistrés concernant les conditions de mise en vigueur du projet de la seconde ligne d'interconnexion électrique Djibouti-Éthiopie. Le ministre de l'Énergie et la délégation de la Banque mondiale ont promis de redoubler d'efforts pour l'exécution dans des bonnes conditions de ces deux projets importants dans le domaine énergétique de notre pays. Dans le cadre des préparatifs du défilé du 6 juin en vue de la célébration du 45e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, les forces armées djiboutiennes continuent toujours leurs entraînements. Après 2 années de proscription dues aux restrictions liées à la pandémie du Covid-19 ayant totalement bouleversé l'ordre et l'économie mondiale, ce 45e anniversaire sera marqué par une prise d'armes suivie d'un défilé militaire à pied. Symbole d'unité et de cohésion, les forces de défense, de sécurité, garantes de la stabilité et de la souveraineté nationale, vont défiler ensemble sous la bannière de l'unité. Toutes les institutions sont représentées. Au total, plus de 1600 hommes et femmes portant l'uniforme se sont rassemblés ce matin à la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli du camp Cheikh Ousmane. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakariya Cheikh Ibrahim, n'a pas manqué d'assister à cet événement. À son arrivée, il a été accueilli en présence du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major général de la Défense. Le général a été accueilli par le colonel Dahir Hassan Abadjid, commandant des troupes pour cette cérémonie. Puis ensemble, ils ont effectué la traditionnelle revue des troupes pour les honneurs. Cette revue préparée en format centralisé met en exergue les forces de défense et de sécurité appareillées de leurs plus beaux uniformes. L'alignement et la posture ont été travaillés.
À la une également, le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui un atelier de restitution de la stratégie de mobilisation des ressources élaborées pour le plan d'action 2021-2025 de la stratégie sur l'handicap, co-présidé par le directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, et la représentante du PNUD à Djibouti. Cet atelier a vu la participation des différents responsables des départements ministériels. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour améliorer la vie et l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment à travers la création en 2018 de l'Agence nationale des personnes vivant avec handicap et la promulgation de la loi relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux, qui constitue un instrument juridique crucial pour améliorer la vie des personnes à besoins spéciaux. Sur le plan international, plusieurs initiatives ont été également prises pour la définition des droits, de la protection et l'inclusion des personnes handicapées. Parmi ces initiatives, il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006, ratifiée par la République de Djibouti en 2010, le projet de plan Faction mondiale de l'OMS relative à l'handicap 2014-2021 et les objectifs du développement durable 2030. Cette stratégie, validée par l'ensemble des parties prenantes, constitue un résumé structuré des actions prioritaires à entreprendre pour améliorer l'offre de services et de qualité de vie des personnes handicapées. Si je m'abuse, en 2018, la promulgation de la loi relative à la promotion et la protection des droits des personnes à besoins spéciaux, qui constitue un instrument juridique crucial pour améliorer la vie des personnes à besoins spéciaux. Sur le plan international également, plusieurs initiatives ont été prises pour définir le droit et la protection ainsi que l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Alors, parmi ces initiatives, je voudrais en citer quelques-unes. Il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été signée en 2006, ratifiée par la République de Djibouti en 2010. Le projet et le plan d'action de l'OMS relatif à l'handicap 2014-2021 et bien entendu les objectifs de développement durable de 2030. Et cette réunion entre le maire de la ville de Djibouti et le directeur de l'office de voirie de Djibouti, axée sur les futurs projets et initiatives destinés à la ville de Djibouti pour contrer toute difficulté et défi pour l'embellissement de la capitale. Le directeur général de l'OVD, Shermak Youssouf, a accueilli le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, et ses proches collaborateurs à leur arrivée, puis a félicité le maire pour sa nomination à la tête de la mairie et s'est dit confiant à la redynamisation des activités ayant trait au développement en matière de la propriété de la ville. Le maire de la ville a, quant à lui, mis le point sur la collaboration privilégiée entre la mairie et l'OVD. Ils ont également pu discuter du projet Djibouti Zéro Déchet, une initiative qui aura pour mission d'embellir donc la capitale. Ils ont soulevé ainsi les différents appuis techniques en vue d'accompagner et servir la population. Les deux hommes ont convenu à collaborer pour le rayonnement de la capitale. Les épreuves du brevet d'études fondamentales, le BEF, pour la session 2022 pour les élèves de 9e année ont démarré hier dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur. À Dikil, les épreuves du BEF se sont déroulées dans 4 centres. Au total, plus de 700 élèves se sont présentés aux épreuves écrites du BEF dans les différents centres où toutes les conditions nécessaires ont été réunies. Très tôt le matin, les candidats ainsi que les enseignants convoqués pour la surveillance ont tous répondu présents dans tous les centres d'examen. Les autorités régionales ont visité les centres d'examen pour constater de près le bon déroulement des épreuves. Pareillement à Obok, les épreuves du brevet d'études fondamentales, le BEF, pour les élèves de 9e année ont démarré hier. Cette année, ce sont quelques 120 candidats du collège de Obok et 10 élèves de l'école bilingue arabe qui se sont présentés aux épreuves écrites du BEF. Les autorités régionales ont visité les centres d'examen pour constater le bon déroulement des épreuves. Et les élèves de la 9e année de la région d'Ali Sébié ont concouru les épreuves du BEF, brevet de l'enseignement fondamental. 475 candidats de la région d'Ali Sébié sont présentés aux épreuves du BEF.
dans 3 centres et les autorités régionales ont visité là aussi les centres d'examen pour constater de visu les déroulements des épreuves écrites du BEF. Et à Tadjoura, et à l'instar des autres régions de la capitale, l'examen du BEF a débuté hier dans l'ensemble des centres d'examen de la ville. Au total, ce sont quelques 531 élèves répartis dans 6 centres d'examen qui se sont présentés aux épreuves écrites de cet examen. Les autorités régionales ont visité les centres d'examen pour constater de près les déroulements des épreuves écrites. Les chefs d'établissement ont pris les dispositifs nécessaires pour assurer le bon déroulement de l'examen. Et enfin, à Arta, les élèves ont concouru les épreuves écrites. C'est des études fondamentales session 2022. 6 centres d'examen ont accueilli à Arta 373 candidats. Les autorités de la région ont effectué une visite d'inspection des centres pour constater donc le bon déroulement des épreuves. La présence des enseignants convoqués pour la surveillance ainsi que celle des candidats était effective. Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Et les Danois ont voté oui pour rejoindre la politique de défense européenne. C'est ce qu'a annoncé hier la première ministre danoise, État membre de l'Union européenne. Depuis 1973, le Danemark avait tiré en 1992 le premier coup de canon de l'euroscepticisme en rejetant à 50,7% le traité de Maastricht, puis était resté hors de la politique européenne de défense. Une majorité écrasante de Danois, presque 67%, ont voté hier en faveur d'une intégration à la politique de défense de l'Union européenne, selon le décompte de 97% des bulletins de vote. Et c'est tout pour cette édition de l'information. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.